Alors, la tendance principale, c'est très probablement la tendance à la latence aussi réduite que possible, ce que l'on appelle en anglais l'ultra low latency, qui est une caractéristique de la technologie qui est exigée par certaines catégories d'opérateurs, pas tous les opérateurs, mais il se trouve que cette catégorie-là joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du marché. Du coup, même s'ils ne sont pas même majoritaires en nombre, leur importance en tant qu'acteurs de marché fait que leurs exigences sont quasi incontournables pour la bourse. Il y a une deuxième tendance, je dirais, qui est la possibilité d'offrir aux utilisateurs des accès simultanés et diversifiés vers un très grand nombre de plateformes. Puisqu'aujourd'hui, on a une fragmentation importante des plateformes de négociation. Un opérateur, quel qu'il soit, enfin dès lors qu'il est d'une taille un peu conséquente, est amené à traiter sur une quasi-multitude de plateformes. Je crois qu'il doit y en avoir pas loin de 150 opérationnels au jour où l'on parle en Europe. Donc une grande maison comme la Société Générale peut être amenée à traiter sur une centaine de plateformes. Donc elle a besoin d'avoir des canaux d'accès à l'ensemble de ces plateformes-là. Le trading haute fréquence, c'est une façon actuelle d'exercer des métiers qui existent depuis longtemps. Mais suite aux innovations technologiques et suite aux tendances que je viens d'évoquer, les deux jouant d'ailleurs, le trading haute fréquence amène les gens qui font de l'arbitrage électronique et du market making électronique à opérer d'une manière assez différente de la façon dont ils opéraient antérieurement. L'une des caractéristiques de ces deux métiers-là, l'arbitrage et le market making, étant la nécessité d'opérer avec une très grande vitesse, donc la fameuse latente ultra réduite que j'évoquais tout à l'heure. Donc le trading haute fréquence est en fait une façon de passer des ordres dans des métiers assez particuliers, le market making d'une part, l'arbitrage d'autre part, et ce en capitalisant sur une vitesse aussi proche que possible de la limite qu'est la vitesse de la lumière. Il y a des avantages, c'est sûr, il y a des inconvénients, c'est aussi sûr. En fonction des périodes, les avantages peuvent surcompenser les inconvénients ou l'inverse. L'avantage essentiel, c'est le fait qu'on a un apport de liquidité, parce qu'on a des gens qui en permanence alimentent des carnets d'ordre avec des ordres qui en plus de ça arrivent avec une grande fréquence. Pour une bourse, la richesse du carnet d'ordre, c'est quand même la matière première essentielle. C'est ce qui fournit la fameuse liquidité au marché. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas absolument certain qu'à tout instant, les carnets soient aussi remplis que ce qu'il semble, parce qu'une très grande proportion de ces ordres est en fait retirée quasiment aussi vite qu'elle est apportée au carnet d'ordre. Donc on peut avoir une illusion de liquidité qui a été souvent critiquée d'ailleurs, et qui apparaît surtout de manière évidente quand on a un krach boursier ou un événement d'ampleur, où d'un seul coup, tous les market makers se retirent, et là où on pense avoir ce niveau de liquidité, en fait, on constate qu'on n'a que celui-là. Alors, jusqu'à MiFID II, on avait ce que l'on appelle du market making libre, c'est-à-dire des tas d'intermédiaires, jouer le rôle de market maker, mais sans avoir un contrat avec la bourse pour effectuer cette fonction. Il s'avère que dans le cadre de la mise en œuvre de MiFID II, la réglementation a été modifiée, et pour éviter justement la disparition brutale de ces market makers ou pseudo-market makers quand le marché ne va pas bien, la nouvelle règle veut que quiconque pratique le métier de market making, pratique effectivement, c'est-à-dire est présent plus de la moitié du temps sur un certain nombre d'instruments en fournissant tel pourcentage de liquidité, etc. Le quiconque en question doit nécessairement demander et obtiendra le statut de market maker officiel auprès de la bourse. À partir du moment où il a obtenu le statut officiel, il a des obligations et il ne peut plus se retirer dès lors que la mer se démonte.